L'entreprise a littéralement tué mon père. La fameuse douleur au ventre qu'on peut avoir avec le stress, etc., ça s'est transformé en cancer. Mon père est l'exemple parfait de l'expression se tuer à la tâche. J'ai perdu plus de 10 kilos, je ne dors plus. Je mange quasiment plus. Mes amis qui me connaissent très souriant, très joyeux, ne me voient plus sourire, me voient presque plus du tout d'ailleurs. Je profite plus de rien, je ne rêve même plus de rien, il y a plus rien qui m'anime, c'est juste faut régler les problèmes les uns après les autres. Il y en a qui sont venus à la cérémonie d'enterrement de mon père et qui ont compté ça en heures de travail, en heures supplémentaires. Manque de respect, manque de tout ce que tu veux, on se dit comment ils peuvent faire ça quoi. Je fais 10 minutes de route et puis je commence à me sentir pas très bien, puis de moins en moins bien et puis c'est de plus en plus compliqué et en fait je commence à pleurer un peu, beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai craqué, j'ai pleuré tout le long du trajet, sans trop savoir pourquoi, mais juste à me dire j'en peux plus. Je suis Victor Virette et je suis le dirigeant de la société e-course. L'histoire elle commence en 2008. En fait, à ce moment-là, mon père il veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est directeur commercial d'une société dans la fourniture de bureaux. Donc lui, il veut se mettre à son compte, il veut diriger sa société. À ce moment-là, il hésite entre plusieurs domaines d'activité, bâtiment, transport, plein de secteurs. Il décide de partir dans le transport, de reprendre une société de transport parce que c'est une activité où il n'y a pas forcément besoin d'une expertise trop spécifique comme on peut avoir dans le bâtiment par exemple. Donc il peut gérer assez rapidement et puis s'il y a besoin d'aller sur la route ou autre, il peut le faire, il suffit d'avoir le permis. Donc en 2008, il trouve une société de transport qui existe déjà, qui rachète. À ce moment-là, il y a 7 salariés, avec lui ça fait 8 personnes. Et en fait, c'est une société comme on trouve beaucoup dans le transport, c'est un chauffeur qui s'est mis à son compte, qui a fait ses livraisons à son compte, qui travaillait bien. Donc il a eu de plus en plus de boulot. Au fur et à mesure qu'il a eu du boulot, il a dû embaucher une personne, puis 2 personnes, puis 3 personnes. Et en fait, il devient dirigeant d'entreprise et plus chauffeur-livreur, alors que ce qu'il aime, c'est être sur la route. Donc en fait, quand c'est comme ça, souvent, c'est des personnes qui revendent leur entreprise. Et il y a des personnes comme mon père qui veulent être dirigeants d'entreprise et qui rachètent pour pouvoir développer et puis pour pouvoir avoir une activité de gérant de société. Donc, quand ils rachètent, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques camions et quelques chauffeurs. J'ai même cette image, parce qu'à ce moment-là, moi j'ai 12 ans. Donc je suis petit. Je suis très loin d'imaginer l'entrepreneuriat et autres, mais j'ai juste cette image de camions de transport frigo, de petits camions utilitaires qui se garent dans la cour de chez moi, parce que c'est le nouveau boulot de mon père. C'est la seule chose que j'ai à peu près comme image à ce moment-là. Donc lui, au fur et à mesure, son objectif c'est de développer, d'embaucher des nouveaux salariés, de trouver des nouvelles tournées, etc. Il axe principalement le critère, la valeur principale de l'entreprise, c'est de faire de la livraison de qualité. Donc c'est que de la livraison frigo, c'est que à du professionnel à ce moment-là. Mais c'est aussi une période, 2008, c'est aussi la période d'une crise pétrolière. Donc reprendre le transport dans le transport à ce moment-là, c'est pas simple puisque l'essence, le carburant augmente, etc. Donc c'est quand même un pari un peu risqué. Mais par contre, il part du principe qu'en faisant de la livraison de qualité, il va trouver des nouveaux clients, il va continuer à développer son activité et puis surtout, il va garder les clients qu'il a déjà. Et ça marche bien puisqu'il embauche des nouvelles personnes, ça grossit, il prend un bâtiment, alors en location à ce moment-là, mais qui lui permet de faire un peu de stockage, de faire du dispatch. Donc c'est des poids lourds qui viennent livrer à son entrepôt et ensuite ça repart en livraison avec des petits véhicules. Sur région de Caen, Calvados, ça se développe, etc. Donc au fur et à mesure, il trouve des nouveaux clients et puis il commence à trouver des marchés sur de la livraison sèche, en opposition avec le frigorifique. Toujours à des professionnels. Donc en fait, là ça devient de la livraison, fourniture de bureaux, mobilier, tout ce type de pièces automobiles par exemple, tout ce type de marchandises qu'on peut avoir besoin en livraison professionnelle. Donc, nouveaux véhicules, nouveaux chauffeurs, voilà. Puis, ensuite, il part sur de la livraison de marchandises à des particuliers. Donc là, c'est de la livraison comme La Poste, DHL, FedEx. Quand nous, on commande sur des sites internet, parce que le e-commerce se développe de plus en plus, donc il y a de plus en plus de livraisons. Donc, ça continue encore de se développer. Donc, on arrive en 2017
À ce moment-là, 2016-2017, à ce moment-là, il veut un bâtiment plus grand pour pouvoir continuer de grossir, pour pouvoir avoir un peu plus de flux. Donc il part dans le projet de construire un bâtiment de stockage et de livraison. Donc j'ai cette image de lui qui dessine un bout de bâtiment avec des flux et des flèches pour savoir par où il veut que ça passe. Parce que, en fait, une société de livraison qui fait du frigorifique et du sec en messagerie, en petits véhicules, c'est pas très commun et c'est assez spécifique. Donc il n'existe pas vraiment de bâtiments qui sont 100% adaptés à ce qu'il fait. Et lui, il veut quelque chose qui soit efficace et qui soit optimisé, qui soit adapté. Donc il dessine ça sur son petit carnet. Par réseau, il le transmet à un architecte. Bon, il lance le projet, qui est un gros projet, hein, parce que ça représente un bâtiment d'une belle valeur. Et à peu près dans la même période, il rachète une deuxième société, même contexte, un chauffeur qui travaille bien et puis qui a plus envie d'être à son compte, qui a envie de redevenir salarié, donc il se fait racheter, ça lui permet de grossir. Donc on arrive fin 2017, début 2018 où le bâtiment est terminé. Et puis il faut remplir ce bâtiment, il faut trouver de l'activité, etc. Et à peu près à cette période-là, on arrive en 2018-2019, c'est le moment où Amazon cherche à se développer dans les régions. À ce moment-là, ils n'ont pas trop d'entrepôts. Et puis avant de savoir où ils les construisent, ils veulent trouver des partenaires pour travailler avec eux. Donc il est approché par Amazon pour réceptionner les marchandises qui seront livrées dans la région de Caen, et puis pour partir en livraison. Ça prend une dimension assez différente, parce qu'à ce moment-là, il y a à peu près une 60aine de salariés. C'est environ 5 véhicules à l'année qu'il achète pour renouveler sa flotte habituelle. Et en fait, là, ce marché-là fait qu'il va devoir embaucher une vingtaine de personnes et acheter 15 véhicules d'un coup pour un an. Et puis, en fait, il se rend assez vite compte qu'il faut racheter 15 véhicules supplémentaires. Donc, ça fait 30 au total. Embaucher encore du monde. Donc, on arrive à une quarantaine de personnes. Ce qui fait que la société dépasse les 100 salariés. Donc, on commence très vite à arriver dans une dimension qui est beaucoup plus importante. Et en parallèle de ça, donc on est fin 2019, à ce moment-là, il commence à tomber malade. Au début, rien d'inquiétant, il tousse un peu, et puis il tousse beaucoup, et puis ça commence à être vraiment difficile, donc il va faire des examens, etc. Et puis un jour, avec ma mère, ils me disent que en fait, c'est une tumeur qu'il a à l'estomac. Donc à ce moment-là, on est fin septembre, ils savent pas encore si c'est cancéreux ou autre. Enfin, bon, il y a encore beaucoup d'analyses à faire, mais ça met déjà un bon coup de massue à titre perso et puis même à titre pro, parce que tous ces projets, il ne sait pas s'il va pouvoir autant les développer. Un peu de temps se passe, il s'avère que c'est effectivement cancéreux, donc il va falloir avoir un traitement, une chimio, etc. La chance qu'il a, c'est que le traitement n'est pas trop lourd à supporter. Ce n'est pas des chimios à l'hôpital avec les pertes de cheveux, avec les trucs, etc. Mais c'est quand même lourd à supporter. Et puis c'est mentalement et psychologiquement dur d'avoir ça à porter au quotidien. Donc ça se réorganise un petit peu dans l'entreprise. Il délègue certaines tâches à une partie de l'équipe administrative pour se libérer du temps, pour se reposer, etc. Mais par contre, il reste quand même très actif et très présent dans l'entreprise. Donc début 2020, les livraisons sont quand même... à ce moment-là, avec le Covid, on a beaucoup de livraisons. Il y a toujours beaucoup de monde sur la route parce que en fait, les gens ne peuvent plus sortir. Donc la livraison comme de l'Amazon, du Colis-Post et autres continue de se développer. Donc l'entreprise grossit, mais en même temps, c'est le moment où il est malade, donc il est moins présent pour structurer cette entreprise qui grossit. Donc la gestion des salariés, la gestion du matériel, la gestion du bâtiment, c'est délégué à d'autres personnes, mais c'est pas contrôlé de la même façon. Enfin voilà, il perd un petit peu le contrôle sur certains éléments, volontairement parce qu'il veut se libérer du temps pour soigner la maladie, mais bon, voilà, ça avance comme ça. Et puis, fin 2021, le temps passe un petit peu, on a ce que beaucoup de monde connaît quand on a un proche qui est malade, un moment où on a l'impression que ça va mieux, enfin d'ailleurs un moment où ça va mieux d'ailleurs, la tumeur se réduit, le traitement fonctionne,
l'espoir de se dire, ça y est, il va être soigné, on va repartir sur ce qu'on avait l'habitude de faire, de vivre comme on vivait habituellement, hein. Et puis, finalement, un jour, il revient d'un examen et en fait, non. Le cancer a repris le dessus, il a recommencé à grossir, le traitement ne fonctionne plus, donc il faut changer de traitement, il faut changer d'approche, etc. Et puis ça continue de grossir, 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 et puis un jour, ils disent, il va falloir l'opérer. Donc une opération lourde, parce qu'on lui retire l'estomac. À ce moment-là, on ne savait même pas que c'était possible de vivre sans un estomac, mais c'est possible. Mais ça change toutes les habitudes de vie, ça change le rythme de vie. Pour un gérant de société qui est très souvent au bureau ou en déplacement, qui travaille énormément, en fait, le fait d'être tout le temps fatigué, de ne plus pouvoir gérer son alimentation de la même façon, ça change beaucoup de choses. Et puis, ça lui laisse quand même une longue période, fin 2021, où il va être opéré, il va être en réanimation, etc. Donc, il n'y a plus personne à ce moment-là pour être présent. Et en même temps, c'est un concours de circonstances un peu malheureux, mais le timing fait que l'assurance l'appelle peu de temps avant son opération. Donc, on est aux alentours de novembre 2021, il est opéré début décembre. Et son assurance l'appelle en lui disant il y a trop de sinistres dans vos véhicules, c'est jamais très grave mais il y en a trop, vous êtes tout le temps responsable, donc nous à partir du 31 décembre, donc dans un mois et demi, on vous assure plus. Sauf qu'une société de livraison qui n'a pas d'assurance, c'est comme un particulier avec sa voiture, s'il n'y a pas d'assurance, la voiture elle roule pas en fait. Donc ça met vraiment en péril l'entreprise à ce moment-là. Il arrive quand même à trouver un autre assureur par un courtier qui fait un super travail d'ailleurs, qui permet de ne pas casser la couverture des véhicules et de continuer la livraison normalement. Mais ça a créé quand même un risque qui était jusque-là pas trop présent, de se dire, mais en fait, à tout moment, l'assurance peut dire non, je t'assure plus, et puis en fait, les conséquences, c'est pas mon problème, quoi. Et il gère ça en même temps que l'opération. En fait, alors, en même temps, un peu avant, un peu après, il se fait aider par le courtier en assurance, par des intermédiaires extérieurs. Parce que forcément, la période de l'opération, il peut pas parler, il peut pas. Enfin voilà, il peut. En sortant de l'opération, il a je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais des aides médicales pour manger, etc. Enfin, il peut à peine parler. Donc, il y a bien 2 semaines où il est complètement indispo. Mais il faut quand même gérer ce problème-là, parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui peut s'en occuper. Et puis surtout, en ressortant de cette opération-là, il est quand même beaucoup plus faible que ce qu'il était avant, il y a moins d'énergie, et puis c'est pas la même... c'est plus la même dynamique de se dire « Ah ça y est, je vais me soigner ». C'est « Waouh, c'est quand même une opération très lourde ». C'est plus le problème de soigner la maladie, c'est le problème de s'habituer à ce nouveau mode de vie. Donc, ça doit être à peu près à ce moment-là où il commence à se décider à mettre l'entreprise en vente. Parce que il veut aussi se libérer du temps, alors à titre perso, profiter un peu plus de sa famille, de ses proches, etc. Il veut pas mettre l'entreprise en difficulté s'il peut pas être aussi présent. Mais d'un autre côté, ce qui est compliqué pour lui, c'est que il nous dit d'une certaine manière que c'est un peu ce qui le motive à se lever le matin. C'est un peu, ça reste une motivation au quotidien d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller chercher l'organisation de l'entreprise. Mais en fait, plus le temps passe et plus il délègue la partie du travail qu'il aime bien, il fait plus de développement commercial, il va plus acheter de véhicules, d'aller chez les fournisseurs, cette relation qu'il aime en tant qu'ancien commercial, c'est ça qu'il aimait. La partie gestion de l'entreprise, il fait plus que la partie qu'il aime pas trop, c'est les entretiens de licenciement pour faute, c'est les rendez-vous quand il y a des difficultés sur les finances de tel ou tel truc. Donc en fait, il ne fait plus que gérer des problèmes désagréables. Et en fait, du coup, il prend plus de plaisir à gérer son entreprise. Donc, à ce moment-là, il cherche vraiment à vendre. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas vendre une entreprise comme ça. C'est pas le bon coin, en fait. On va pas mettre une petite annonce en se disant je mets à vendre plus offrant ou j'en sais rien. Et puis voilà. Déjà, il faut trouver des personnes qui sont dans le secteur du transport. Parce que pour gérer une société de transport, il faut des licences spécifiques, il faut des capacités spécifiques qu'on a avec des examens, avec des formations particulières. Il faut les sous pour acheter une entreprise de 140 salariés.
Et dans le transport, les contrats sont très précaires. On peut quasiment, enfin, les donneurs d'ordre peuvent quasiment les résilier à la semaine, parce que c'est comme ça que ça marche. Voire, des fois, il n'y a pas de contrat. On a des contrats avec des sociétés, des producteurs d'alimentaire, enfin de patates ou je sais pas quoi. En fait, ils envoient un mail début de semaine en disant j'ai tant à livrer cette semaine, je vous les envoie. Mais la semaine d'après, ils peuvent très bien dire je les envoie à ton concurrent. C'est pour ça que l'importance de faire de la qualité, d'avoir un bon service, etc., ça permet de les garder. Mais sur une partie des clients, il n'y a pas de contrat. Il y a une partie avec des contrats, avec des appels d'offres, mais c'est pas la plus grosse partie de l'entreprise. Donc il faut pas trop que ça se sache non plus pour pas inquiéter les fournisseurs, pour pas inquiéter les salariés non plus, parce que vu le contexte, ils savent pas forcément ce que ça va donner. Donc ça reste plutôt secret à ce moment-là. Mais en fait, ils trouvent pas d'acquéreur. Et en même temps, la maladie prend de plus en plus le dessus. Surtout, donc là on arrive en 2023, l'été 2023, ça va très très vite parce qu'en fait les traitements, il a fait le tour de tous les traitements qui existent, il n'y en a plus aucun qui fonctionne. Et en fait la dernière option qui lui reste c'est un comment ça s'appelle? Un essai clinique, voilà, merci. Donc la dernière option qui lui reste c'est un essai clinique et en fait sans savoir déjà si ça va marcher, et sans savoir s'il va avoir vraiment le traitement. C'est ou placebo ou traitement. Mais bon, il essaye quand même cette option-là. C'est l'été, donc moi c'est le moment où je pars en vacances, donc je le vois juste avant de partir en vacances. On passe une super journée, on va au Mans Classique, enfin une journée exceptionnelle où il était en forme, etc. Je suis parti en vacances pendant 1 mois, quand je suis revenu, il ne tenait plus debout. La maladie avait complètement pris le dessus, et en fait on savait que c'était fini. C'était plus on espère qu'il nous reste 5 ans, 2 ans ou je sais pas quoi, non, c'était fini. Et on est tout fin août, début septembre. Le 2 septembre, c'est son anniversaire. Il a 50 ans. Et le 5 septembre, il s'éteint. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout prévu de reprendre l'entreprise. Déjà parce que je lui ai toujours dit que je la reprendrais pas. Parce que c'était son projet à lui, que je voulais pas trop ce côté c'est le fils du patron qui hérite de l'entreprise, c'est facile, t'es nommé. Non, je voulais faire ma carrière moi-même. J'ai toujours rêvé de travailler dans l'automobile. Donc à ce moment-là, moi je suis en poste chez Volkswagen, je suis chef de produit au siège. J'ai un poste qui me plaît beaucoup, avec des collègues avec qui je m'entends très très bien. Enfin voilà. Et puis je voulais aussi qu'il fasse je voulais pas qu'il fasse l'entreprise en se disant c'est l'entreprise que je vais laisser à mon fils. C'était vraiment son projet, ses salariés, son équipe, son bâtiment. Enfin, je voulais absolument pas qu'il y ait le côté je fais ça pour que lui puisse le récupérer et que ce soit pas trop difficile ou je sais pas. Il y avait vraiment pas de notion de transmission ou autre. Et on a toujours été d'accord là-dessus. Et en fait, ça a toujours été clair. Et on a eu plusieurs fois la discussion, quelques années d'intervalle où il m'a dit t'as changé d'avis ou pas. Moi, je lui ai demandé s'il voulait que je reprenne parce qu'il peut y avoir aussi cette envie de se dire c'est mon fils qui va reprendre et autres. Mais on a toujours été assez clair là-dessus. Sauf que, en fait, au moment où il s'éteint, l'entreprise, elle est quand même là. Et par automatisme, elle me revient. Quelques jours avant son décès, en fait, donc moi, je rentre à peu près 2 semaines avant son décès. Et à ce moment-là, en fait, il va pas bien, voilà, etc. Et je lui demande quand même un petit peu comment ça se passe. Et il me dit, ça fait 3 semaines que j'ai pas lu mes mails, je sais pas ce qui se passe, je sais pas où ça en est. Alors il y a un des collaborateurs, un responsable d'exploitation, qui est quand même venu le voir pour régler 2-3 petits sujets, mais en fait, il sait pas ce qui se passe vraiment. Et quand il me dit, ça fait 3 semaines que j'ai pas lu mes mails, ça fait partie des moments où je réalise qu'il y a vraiment c'est vraiment difficile pour lui, parce que en 15 ans, je ne l'ai jamais vu ne pas être au courant de ce qui se passe dans son entreprise. Quand on part en vacances avec ma mère et mon père,
Oui, oui, je déconnecte, ouais, ouais, mais en fait, le soir, je me mets dans un petit coin, puis j'écoute mes messages et je regarde mes mails pour savoir ce qui se passe. Puis je donne 2-3 consignes à mes équipes pour savoir, voilà. Là, 3 semaines sans savoir ce qui se passe, 3 semaines, c'est long quand même. Surtout qu'en août, on commence à préparer la période de fin d'année avec Noël, savoir s'il faut louer des véhicules, recruter du monde, etc. Donc déjà, c'est le signe qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas bien. Et la deuxième fois où on en parle, c'est 48 heures avant son décès. Alors je le sais pas à ce moment-là, mais c'est 48 heures avant. Où il me dit l'entreprise va pas bien. Ça fait un moment que c'est difficile, mais là, ça devient vraiment compliqué. Mais c'est récupérable. Il me dit, je pense qu'en vendant quelques camions, en allant chercher des nouveaux clients, enfin, il y a quelque chose à faire pour pouvoir relancer la machine, que ça reparte en continuant de faire du service de qualité, etc. Le quotidien fonctionne. Maintenant, sur le long terme, il y a besoin de faire quelque chose. Il faut trouver quelqu'un qui a envie. Il faut avoir envie, mais ça peut se récupérer. Et il me dit, par contre, quand je serai plus là, je pense que ça va être un peu difficile. Les banques vont certainement dire que on coupe un peu les robinets parce que on ne sait pas ce que ça va donner, on va pas mettre de l'argent dans un truc, on ne sait pas ce que ça va devenir. L'État va peut-être dire bon, on va mettre un administrateur. Voilà, il est un peu pessimiste quand même, mais avec une ouverture de se dire ça peut repartir. Et donc finalement, il s'avère que ça s'est pas passé comme ça. Le fait de garder le contact avec les interlocuteurs, les banques, etc., leur a donné confiance. Donc ils nous ont laissé un peu le temps aussi de faire les choses. Et comme administrativement c'était bien prévu, on n'a pas un administrateur qui est sorti de nulle part en nous disant maintenant je gère l'entreprise et puis voilà. Donc on a pu garder un peu cette main sur la décision. Et surtout, en fait, depuis 15 ans, mon père a toujours dit le moment le plus important du mois de l'entreprise, c'est le versement des salaires. Ça a toujours été le 5 du mois. Donc les salariés reçoivent leur argent le 5 du mois. Et il nous a toujours dit, il faut absolument respecter ce critère-là, c'est hyper important. Il y a le critère, c'est un salaire, ça se verse tous les mois, à la même date, c'est normal. Mais en plus, il y a le côté important pour les salariés. Eux, quand ils reçoivent leur argent, il y en a, ils s'y reçoivent le 5, peut-être que le prêt de leur maison, ça passe le 6, peut-être qu'ils ont besoin de payer le plein de l'essence, d'acheter à manger pour leurs enfants. Enfin, c'est absolument indispensable de le verser le 5 du mois. Et en fait, mon père est décédé le 5 à 9h10. Mais forcément, la nuit d'avant, il n'a pas validé les salaires. Donc, la première chose qu'on a dû faire avec ma mère, juste après son décès, avant toute la paperasse ou tout le truc personnel, c'est qu'on a dû prendre les coordonnées, les infos bancaires et valider les salaires. Et en fait, il y a vraiment eu cette... Enfin, c'est pas une transmission, mais il y a le côté de se dire, ça reste l'une des choses les plus importantes de notre famille, de se dire qu'on va maintenir cette promesse qu'il a toujours fait, de verser le salaire le 5. Parce que, en fait, malgré tout ce qu'on traverse, eux n'ont pas à être en retard sur leur salaire, sur leur paiement de prêt ou toutes ces choses-là, sur leur loyer. Donc, reste la première chose qu'on fait avant de prévenir nos familles de ce qui vient de se passer, etc. Et en fait, ça met un peu dans le bain directement aussi de se dire... ça met tout de suite sur les épaules la nouvelle responsabilité de se dire ouais, mais alors attention, parce que malgré les difficultés que tu peux vivre, le deuil ou je sais pas quoi, tous ces trucs un peu compliqués, en fait, t'es obligé de quand même maintenir la maintenance, entre guillemets, de l'entreprise, parce que le salaire, les versements, ils se font pas automatiquement, quoi. Donc forcément, on se retrouve tout de suite à avoir dans la succession, dans les étapes qui arrivent juste après, l'entreprise, elle est omniprésente dans les décisions qu'on doit prendre. C'est quasiment central parce que ça représente un gros investissement alors autant en temps qu'en argent de la vie de notre famille, que les enjeux sont énormes parce que la moindre décision qu'on va prendre peut impacter la vie de 140 personnes à ce moment-là. Donc en fait,
en fait, ça met un poids énorme et à ce moment-là, moi, je suis salarié, ça fait pas très longtemps que je suis sorti de mon école de commerce, enfin voilà, et c'était pas prévu, on n'était pas censé être là aussi vite. Et donc du coup, ouais, je me dis juste, va falloir quand même. On peut pas juste se cacher sous la couette et se dire j'attends que ça passe et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. C'est pas possible. Donc s'ensuivent tous les rendez-vous chez les notaires et autres, etc. Mais en fait, ils ont toujours le fond de cette entreprise, puisque le rendez-vous chez le notaire pour savoir ce qu'on fait ce qu'on prend comme décision de la succession globale, je le fais, donc il y a ma mère et moi, et puis le comptable de l'entreprise, et puis l'avocate de l'entreprise. Et en fait, du coup, c'est des éléments, c'est beaucoup d'éléments à prendre en compte. Est-ce qu'on va pouvoir vendre l'entreprise? Est-ce qu'on maintient l'activité comme elle est actuellement? Est-ce qu'on demande une protection d'un tribunal de commerce ou autre? Enfin voilà, il y a tout un tas de décisions à prendre. Et puis en fait, à un moment donné, ils sont tous là. Donc j'ai le notaire en face, le comptable à droite, l'avocate à gauche. Puis il me regarde et me dit, qu'est-ce que vous voulez faire? J'en sais rien. Je sais pas. Enfin, puis j'ai quoi comme option, quoi? Et à ce moment-là, je crois que c'est la première fois que je me sens aussi seul. Et ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant. Pas dire ça comme ça, mais... Quand je suis parti de chez Volkswagen, j'ai envoyé mon mail d'au revoir classique. Et je l'ai envoyé au PDG du groupe parce que... voilà, enfin, normal. Et en expliquant un peu ce qui se passe, etc. Et puis en les remerciant parce qu'ils m'ont vraiment accompagné sur les 3 derniers mois que j'ai fait dans l'entreprise pour que, autant à la fin de maladie, le décès de mon père et la transmission de l'entreprise, ils ont été très présents pour que ça se passe du mieux possible pour moi. Donc j'envoie un mail de remerciement, j'explique, etc. Et il me répond en me disant vous allez voir, c'est un poste où on se sent très seul. Et je me dis, c'est pas possible, le patron de Volkswagen Group, il peut pas se sentir seul. Il a tout le temps un DAF, une DRH, il a plein de monde autour de lui. Et en fait, là, je me dis, tout le monde est autour de moi, tout le monde me donne les options, mais en fait, il n'y a que moi qui décide. Et cette solitude-là, de devoir prendre les décisions finales, je le ressens tout au long de la gestion de l'entreprise, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'on me présente que des mauvaises options, et qu'on me dit, tu préfères laquelle est la moins pire pour toi? Ouais, mais en fait, c'est calculé presque l'impact qui sera le moins négatif sur l'entreprise et sur notre vie. En fait, donc, mon père décède le 5 septembre. On informe les salariés, nos familles, etc. On organise la cérémonie, etc. Et la cérémonie, on l'ouvre à tout le monde. On trouve que autant les salariés que la famille, que d'autres personnes, s'ils ont envie de venir lui rendre hommage, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Donc il y a beaucoup de monde ce jour-là, parce qu'il était apprécié et connaissait beaucoup de monde, dont beaucoup de ses salariés qui viennent. Et on est assez touché d'ailleurs sur le coup de se dire, il y a quand même des salariés qui l'ont apprécié, enfin voilà, dans les mots du livre d'or, on voit des messages assez forts, des gens qui le remercient d'avoir donné un travail, enfin voilà, plein de choses qui réchauffent un peu le cœur, voilà. Donc là, on est mi-septembre au moment de la cérémonie, et fin septembre, en fait, les salaires reviennent, forcément, c'est une fois par mois. Mais cette fois-ci, on a un petit message avec de la RH qui s'occupe des salaires et qui nous dit il y a quand même des personnes qui ont ajouté des heures supplémentaires le jour de la cérémonie et l'heure de la cérémonie. Donc on tique un petit peu, on creuse, et puis en fait, effectivement, il y en a qui sont venus à la cérémonie d'enterrement de mon père et qui ont compté ça en heures de travail, en heures supplémentaires, donc payé plus cher que des heures classiques. Et en fait, sur le coup, on se dit, mais enfin, c'est pas possible de faire ça, autant manque de respect, manque de tout ce que tu veux. On se dit, enfin, comment ils peuvent faire ça, quoi? Alors, dans ce cas-là, ils viennent pas. Sinon. Et en fait, juste, ils se sont dit, probablement qu'il y aura personne qui va contrôler ce mois-ci. On est venu, on a passé du temps pour l'entreprise. Et vraiment, donc, ma mère et moi, à ce moment-là, on réagit en se disant, mais enfin, c'est pas possible d'être comme ça. Et à ce moment-là, on se dit, mais il y a vraiment un truc qui va pas dans l'entreprise, parce que, alors les finances sont compliquées, mais niveau social, c'est pas simple non plus, parce que avoir l'idée de faire ça, c'est quand même que les gens abusent sur beaucoup de choses.
Si ils prennent des heures supplémentaires sur un temps de cérémonie comme ça, c'est qu'ils doivent prendre des heures supplémentaires ou des avantages sur autre chose. Mais d'une certaine manière, ça fait partie aussi du jeu d'avoir des salariés. Et en fait, en tirant un petit peu, ça fait se rendre compte que l'absence de mon père pendant sa maladie fait qu'il y a eu moins de contrôle et il y a eu une distance qui s'est créée. Donc les gens ont commencé à dire « Oh bah tiens, je prends une petite demi-heure de plus et puis 1 heure de plus ». Et puis en fait, là, ils se disent « Oh bah je suis venu à la cérémonie, bah je vais compter 2 heures, ça va passer quoi ». Donc ça a été un moment assez compliqué quand même de se dire nous on a 30 minutes après son décès, on s'est tout de suite mis sur l'ordi pour verser les salaires, pour faire ça correctement. Et puis en fait, 2 semaines, 3 semaines après, on se rend compte que ils abusent de la situation et qu'ils essayent d'en récupérer encore plus, quoi. Donc ça a été un petit coup au moral assez compliqué. Mais bon, faut passer à autre chose après et puis continuer d'avancer et se dire que c'est un moment compliqué à passer, quoi. Donc après, alors il se passe 3 mois pendant lesquels je peux pas quitter mon poste tout de suite, c'est normal. Alors ils m'ont très bien accompagné pour que ça se passe du mieux possible, mais je pouvais pas partir du jour au lendemain de mon poste et puis ils avaient besoin de trouver un remplaçant. Donc pendant 3 mois, je suis observateur un petit peu de ce qui se passe dans l'entreprise pour comprendre, puisque j'étais pas vraiment dedans. Au moment où je décide de reprendre l'entreprise, vraiment, de me dire ça y est, je la garde, je ne la mettrai pas à vendre, enfin on arrête la vente, etc. Au moment où je prends cette décision-là, je me dis il va falloir que je me mette vraiment dedans. Donc je prends l'ordinateur qui était l'ordinateur de mon père, je l'ouvre, et puis il me demande le mot de passe. Mais je connais pas le mot de passe. Et en fait, à ce moment-là, je me dis mais ça va être très compliqué de reprendre une entreprise sans passation, sans toutes les compétences qu'il avait depuis 15 ans, et puis sans même connaître le mot de passe de base de l'ordinateur. La chance, c'est que je m'entendais très bien avec mon père et que je le connaissais très bien, donc j'ai réussi à le trouver. Et j'arrive dans un ordinateur avec des dossiers que je ne connais pas. Mon père avait un petit message affiché sur son ordinateur pour les personnes qu'il rencontrait, parce que son bureau était toujours recouvert de plein de papiers dans tous les sens. Et il avait un petit mot qui disait si un bureau encombré vous évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide ? Pour bien illustrer qu'il vaut mieux avoir un bureau avec plein de choses en tête, parce qu'il avait plein de projets, plutôt qu'un bureau vide où il se passe rien. Sauf qu'à ce moment-là, je me rends compte que l'ordinateur, c'est pareil. Il y a plein de choses dans tous les sens. Il n'y a pas forcément des notes pour expliquer, et qu'on n'en a jamais parlé aussi concrètement. Donc, des infos qui pourraient prendre 5 minutes à trouver, moi, des fois, il me faut vraiment 2 jours, parce que je navigue dans les dossiers, j'ouvre les fichiers. Donc, ça me prend énormément de temps. À ce moment-là, de 9h à 19h, je suis salarié, et puis je rentre, je prends une petite heure pour manger, et puis ensuite, jusqu'à 2-3 heures du matin, je cherche dans les dossiers, dans les fichiers Excel, pour essayer de comprendre comment ça marche. Parce qu'il y a aussi des choses que les salariés ne savent pas sur la gestion financière de l'entreprise, sur certaines décisions, ils ne le savent pas parce que c'était pas à leur échelle, en fait, c'était pas à leur niveau. Donc je prends mes marques au fur et à mesure pendant 3 mois et je quitte mon poste chez Volkswagen le 31 décembre 2023. Donc je deviens dirigeant à temps complet à partir du 1er janvier. Et à ce moment-là, je me dis, pendant 3 mois, j'ai réussi à voir différents points durs sur lesquels il fallait s'améliorer. Et je me dis, je me donne 6 mois pour redresser la situation, pour pouvoir prouver à nos partenaires bancaires, fournisseurs et autres que les difficultés étaient que dues à la maladie et à son absence, et qu'en fait, l'entreprise en elle-même est saine, et que ça va aller, et que on sera peut-être pas reparti sur un truc hyper positif, mais au moins, c'est neutre. Donc je me dis, je prends 6 mois pour trouver des nouveaux clients, réduire les charges, réorganiser un peu les équipes. Et ça se passe bien sur ces premiers mois. L'activité frigo, qui est l'activité historique, il y a des nouveaux clients qui viennent. À ce moment-là, on a 3 camions sur le parking qui ne servent à rien. Mon père m'avait dit juste avant son décès, ceux-là par exemple, il faut les vendre, ils servent à rien.
En avril, tous les camions tournaient. Donc en fait, on a retrouvé suffisamment de volume pour que les tournées repartent. On est même sur un nouveau département, sur la Manche. Il y a des camions qui commencent à tourner là-bas. Il y a de plus en plus de demandes. L'entrepôt sur la partie frigo se remplit. Donc ça prend une bonne dynamique. Sur une activité de montage de mobilier aussi, donc là on livre des meubles pour des grands plateaux par exemple d'entreprises et on les livre et on les installe. Pareil, je trouve un nouveau client. Ça prend un peu de temps à négocier et puis en plus à ce moment-là, moi je sais pas comment ça marche, mais j'arrive à faire les tarifs, etc. On trouve un nouveau client, on arrive à faire des nouvelles livraisons, voilà, il y a des nouvelles choses qui se mettent en route. Je réussis à décrocher des appels d'offres avec la Poste, donc il y a des nouveaux camions qui tournent. Alors on n'a pas de nouveaux véhicules, mais ceux qui n'étaient plus sur la route en fait se remettent à tourner. Et en parallèle de ça, il y a une autre activité qui représente une grosse part du chiffre d'affaires et du volume de travail avec Amazon, qui est une activité qui est très en difficulté, qui génère beaucoup de déficits, qui génère beaucoup d'accidents, parce que c'est pas des accidents très graves, c'est des petits accrochages, mais en fait c'est à cause de ça que l'assurance a été résiliée en 2021. Et l'ambiance et l'état d'esprit dans cette équipe-là est très compliqué à gérer, parce qu'en fait toute l'équipe Amazon est délocalisée dans les locaux d'Amazon, ce qui fait qu'ils ont l'impression de travailler pour eux, et pas pour nous. Ils oublient qu'Amazon est un client, et que en fait, quand un des salariés de chez eux vient les voir en leur disant il est où mon colis, j'ai besoin que tu fasses un détour pour aller le livrer parce que c'est urgent, etc. Moi j'ai mon client en ligne. En fait, ils oublient que ce détour-là, ça va nous coûter de l'argent, que ça va faire des heures supplémentaires au chauffeur, que ça va peut-être même simplement agacer le chauffeur parce qu'il avait envie de rentrer le soir pas trop tard. Donc du coup, ça crée des tensions, ça crée un gros déficit et puis un gros risque au niveau de l'assurance. Entre 2021, le moment où le contrat d'assurance a été résilié par l'ancien assureur, et 2024, le budget assurance augmente de plus de 60%. Donc ça représente à peu près 160 000 € par an à payer en plus pour de l'assurance. Je ne parle même pas des réparations, parce qu'il y a aussi les réparations. Donc pour le même service, c'est-à-dire juste pour couvrir les véhicules. Mais du coup, l'impact sur le résultat de l'entreprise est énorme. Les véhicules, c'est des chauffeurs qui tournent à peu près 8-9 heures par jour. Ils font 120 pour les plus petits jusqu'à 180 arrêts par jour, entre 2 et 3 minutes. Sauf que dans la tournée, dans la vitesse, ils ne pensent pas à couper le moteur de leur camion. Ça fait à peu près 20 000 € de carburant brûlé par an, juste pour l'équipe d'Amazon, qui ne sert à rien, juste pour un véhicule qui est garé parce qu'il est resté le moteur allumé. C'est que des petites dépenses en fait, individuellement. Un camion qui reste arrêté 3 minutes, c'est pas grave, mais multiplié par tous les arrêts, toutes les tournées, etc., ça représente des grosses sommes. Les heures supplémentaires, parce qu'en fait, on est payé à la journée, mais une journée pour eux c'est 8h45. Le chauffeur, s'il travaille pendant 10 heures, il est quand même payé, on est quand même payé 8h45, mais le chauffeur est payé 10 heures. Donc en fait, ça creuse énormément le déficit. Et socialement, c'est très compliqué de mettre en place des nouvelles règles parce que ils ont pris un petit peu des libertés au fur et à mesure qu'ils ont prises pour acquises. Et le fait de recadrer tout ça et de remettre des règles, ça passe pas trop. Parce qu'ils ont envie d'être tranquilles, ils n'ont pas envie de devoir... pour certains, ils veulent pas réduire leurs heures supplémentaires parce que ça réduit leur salaire, mécaniquement. Ils veulent pas s'embêter s'ils ont frotté un camion à devoir être convoqués ou à se faire sanctionner ou autre, c'est pas leur problème parce que de toute façon c'est comme ça que ça marche. Même si il détruit le camion, en fait c'est un accident, c'est pas de sa faute. J'ai quand même un chauffeur qui a réussi à envoyer un de ses collègues à l'hôpital et détruire 4 camions dans un seul accident parce qu'il n'était pas concentré sur la route, mais c'est censé être un professionnel de la route et on peut pas faire grand chose. Parce qu'en fait, c'est un accident. Sauf que ça arrive toutes les semaines, voire tous les jours. Il y a une période où tous les jours, on a un accrochage ou un truc. Et du coup, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent qui est juste gaspillé pour rien. Donc ça, c'est vraiment l'activité qui plombe le plus. Mais en fait, elle plombe parce qu'elle est mal gérée. Elle plombe pas parce que Amazon est un mauvais client, par exemple. C'est vraiment... Elle est
elle demande une rigueur énorme et des connaissances en logistique, en transport, etc., et en gestion du personnel d'ailleurs, qui sont très pointues. Et en fait, moi, à ce moment-là, je réalise aussi que j'ai pas forcément suffisamment d'expérience et de compétences pour gérer cette partie-là. Donc je décide de me séparer du contrat avec Amazon, enfin de résilier le contrat avec Amazon, pour me concentrer sur les autres activités sur lesquelles j'ai réussi à augmenter le chiffre d'affaires, à réduire les charges, et qui reprennent une bonne dynamique. Parce que si on exclut l'activité Amazon, en janvier, on a à peu près 60-70 000 euros par mois de déficit. Et au fur et à mesure des mois, ce déficit réduit. Et en avril, j'arrive, hors Amazon, à un équilibre qui fait que je ne perds plus d'argent. Pas encore en train de régénérer. Donc sur le bilan, à la fin de l'année, on est toujours en déficit. Mais par contre, c'est le premier mois où on ne perd pas d'argent, quoi. Donc il y a ce côté quand même, j'ai réussi à faire quelque chose qui marche, et à ce moment-là, je me dis ok, ça va peut-être marcher et ça va peut-être durer en fait un peu plus que les 6 mois que je me suis donné pour réussir à redresser la barre, quoi. Et en fait, le truc que j'ai pas anticipé, c'est que donc notre bilan se termine en septembre. Donc septembre, ça a été le moment du décès de mon père. Donc en fait, il s'est arrêté sur les périodes la plus difficiles. Donc le bilan est très mauvais. Et d'ailleurs, ça fait 3 ans d'affilée où il est pas très bon, dont une année où il est vraiment pas bon. Et ce que j'avais pas anticipé, c'est que la Banque de France donne une notation et une cotation aux entreprises. Donc ça permet en fait de dire à nos partenaires bancaires, assureurs et autres, si la santé financière de l'entreprise est bonne ou pas. Et nous, à cause de ce bilan-là, la note est dégradée. Et on passe sensiblement à entreprise, juste avant entreprise à risque. C'est entreprise qui pourra peut-être pas maintenir ses engagements financiers sur du long terme. Sauf que peut-être pas maintenir les engagements financiers, les banques et les assureurs, ils aiment pas du tout. Donc, ça, quasi instantanément, je reçois appel et courrier de la banque qui me dit les autorisations de découvert, c'est terminé. Les facilités de paiement ou billets de trésorerie, les petits prêts qu'ils font là, sur des durées assez courtes, c'est terminé, faut nous le rembourser. La mise en place du contrat d'affacturage qui fait que nos clients qui nous payent à 30 jours, en fait la banque nous donne l'argent dès l'émission de la facture, on n'a pas besoin d'attendre 30 jours. Non, ça finalement on le fera pas. Les assureurs de nos fournisseurs veulent plus nous couvrir. Donc notre fournisseur de carburant qu'on paye normalement en fin de mois, les chauffeurs vont faire le plein, ils payent pas et à la fin du mois on paye la facture. Il nous dit ça c'est fini. Il faut non seulement me payer en début de mois ce que tu vas consommer dans le mois, et surtout, il va falloir me donner un acompte d'un mois. Donc en fait, fin avril, je me retrouve à perdre mes billets de trésorerie, mes autorisations de découvert, et à devoir payer l'équivalent de 3 mois de carburant, puisque je dois payer le mois passé, le mois en cours, plus la caution, enfin le dépôt de garantie qu'ils veulent avoir d'avance. Donc ça me fait un trou dans la trésorerie d'à peu près 100 000 euros. Alors qu'à ce moment-là, on n'a déjà pas une trésorerie exceptionnelle. Donc, le mois de mai, les salaires arrivent, on peut payer les salaires, mais en fait, une fois qu'on a payé les salaires, on n'a plus d'argent. Je peux même pas payer l'assurance des véhicules. Je peux pas payer le prochain plein de carburant qui va arriver. Enfin, je sais juste que je paye les salaires et qu'après, c'est fini. Donc, à ce moment-là, je sais que j'ai pas le choix de demander l'aide du tribunal de commerce. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Déjà, j'ai 6 mois d'ancienneté dans la gestion d'une entreprise, donc savoir comment ça marche, le tribunal de commerce, procédure de sauvegarde, etc. Je ne sais pas non plus comment ça marche. Donc je demande à mon comptable, à mon avocate, etc. Et en fait, je me rends compte que personne n'est capable de me dire comment ça va se passer. Personne me dit, là, si tu prends le redressement, concrètement, comment ça va se passer. On sait tous que s'il y a un redressement, il y a un mandataire qui est nommé, qui vient nous accompagner, mais en fait, moi je dis, si je ne gère plus l'entreprise et que c'est le mandataire, j'ai plus aucun intérêt à rester là. J'ai gardé l'entreprise pour essayer de la sauver, mais si j'ai plus rien à faire, et puis moi, je me paye pas avec l'entreprise. Quand je suis parti, j'ai fait une rupture conventionnelle pour avoir le droit au chômage, pour me protéger, mais
en voyant les difficultés financières, je savais que j'allais pas me payer, je me suis pas versé un centime de l'entreprise. Je me suis dit, si j'ai plus ça, enfin si j'ai plus la perspective de redresser suffisamment pour pouvoir me payer, bah en fait, je vois pas ce que je peux faire de l'avenir, quoi. Et puis surtout, je pose une question à l'avocate et je lui dis, mais est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai le choix entre la sauvegarde, le redressement ou la liquidation? Elle me dit, bah oui, en gros, on a encore le choix. On est dans un contexte où si on gèle les dettes qu'on vient de me créer, entre guillemets, avec cette notation, on a le temps de prendre un redressement et puis il y a quand même quelques perspectives. Donc, pendant 2 ou 3 semaines, je suis hésitant sur ce que je veux faire. Est-ce que je fais de la sauvegarde pour rester... Enfin, au début mai, j'ai encore la possibilité de demander de la sauvegarde pour rester dans la confidentialité. Plus on se rapproche, plus je sais que j'aurai pas le choix de passer à un redressement, mais parce que le redressement, forcément, les partenaires le savent, donc c'est plus compliqué à gérer. Mais à ce moment-là, j'imagine pas forcément de passer à la liquidation judiciaire. Parce que si j'ai décidé de reprendre l'entreprise, c'est pas pour la fermer 6 mois après. Donc, en fait, c'est encore une fois une décision à prendre plutôt seul. Plutôt parce que la décision finale, je l'ai prise la veille du dépôt du dossier au tribunal de commerce. Donc déjà, c'était compliqué. Il faut obtenir un rendez-vous pour déposer le dossier, pour demander un rendez-vous de dépôt de dossier d'ailleurs. Enfin, donc ça a décalé à chaque fois d'une semaine parce que c'est que le mercredi, mais il faut déposer le dossier le lundi, donc il faut appeler la veille, et puis en fait, quand tu appelles, ils sont pas là. Donc en fait, on te dit, tu as 45 jours pour déposer le dossier, mais déjà, dans les 45 jours, tu vas passer 2 semaines et demie à essayer de trouver un rendez-vous pour avoir un créneau. Et en fait, je prépare un dossier de redressement, parce qu'à ce moment-là, j'ai plus le choix de demander le redressement, et je me dis, ok, je vais préparer un dossier de redressement. Je convoque les personnes de l'entreprise qui travaillent dans les bureaux, l'administratif, donc comptable, le responsable d'exploitation, les exploitants quotidiens, et puis la personne qui s'occupe de l'administratif. Donc je leur explique le contexte. Ils savaient que c'était compliqué depuis un moment. Alors il y a aussi des signes qui sont pas trompeurs. C'est quand on me dit il va falloir mettre un camion en réparation et que je dis non parce qu'on n'aura pas les moyens de le payer, il faut attendre. Les gens commencent à se poser des questions. Donc assez vite, je les convoque, je leur explique et je leur dis voilà... On est dans une situation où il va falloir demander une protection du tribunal, mais je ne sais pas quoi demander. Et en fait, je leur pose la question de s'ils ont envie de continuer. Parce que moi, ça fait 6 mois, ça fait 6-7 mois à ce moment-là que je suis là. Mais ça fait que 6-7 mois que je suis là. Là, en face de moi, il y en a, j'avais fait le calcul, en face de moi, ils ont 57 ans d'ancienneté dans l'entreprise en cumulé. Et en fait, c'est eux qui la connaissent le mieux, c'est même eux qui y sont le plus attachés. Moi, comme je n'avais jamais voulu la récupérer, j'étais pas très attaché à l'entreprise en elle-même. On entend beaucoup qui disent mon entreprise c'est mon bébé. Non, moi c'était pas ça qui m'animait. C'était vraiment de faire un peu perdurer ce que mon père avait construit, de pas faire perdre du travail à tout le monde juste parce qu'ils n'ont pas eu de chance. Ils ont décidé de prendre un boulot dans une entreprise où le patron est tombé malade. Enfin, c'était pas la même motivation. Et je me voyais pas prendre une décision sans avoir un peu leur avis. Surtout s'ils me disaient, si tout le monde me dit « Ah non, nous on en a marre, on veut arrêter », j'aurais pas pu me battre tout seul. Et à l'inverse, s'ils m'avaient dit « On veut absolument sauver l'entreprise, on veut continuer », je me serais pas vu déposer un dossier en disant « On fait une liquidation, j'en ai rien à foutre de leur avis, quoi ». Donc je leur demande, et en fait, ils savent pas. Ils savent pas me dire. Il y en a qui me disent « On a envie que ça continue », et puis... Une petite demi-heure après, il revient me voir dans mon bureau. Non, en fait, je sais pas. Est-ce que j'ai envie de continuer? Je vais peut-être chercher un boulot ailleurs, peut-être faire une rupture conventionnelle. J'ai dit, ok, mais enfin, prenez le week-end pour décider. Puis je leur dis, si vous voulez qu'on redresse l'entreprise, par contre, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette plus de choses en place, qu'on fasse plus attention sur les finances. Il va falloir qu'on communique mieux. Parce que, en fait, à ce moment-là... la comptable, notamment, un jour, elle m'appelle en me disant « C'est compliqué avec toi, on ne te voit pas beaucoup, parce que moi j'habite à Paris, l'entreprise est à Caen. Parce que j'ai pas pu changer d'appartement, en fait, quand on est chômeur, parce que pour
pour les dossiers de loyer et autres, j'étais chômeur. En fait, on ne trouve pas un appartement. Et puis, si je partais de Caen et puis que l'entreprise ne tenait pas, en fait, moi, je me retrouvais sans logement. Donc, j'habite toujours à Paris. Je viens très régulièrement. Je viens au moins 3 jours par semaine, mais je ne suis pas tout le temps là. Et puis, elle non plus, elle n'est pas tout le temps là avec le télétravail. Et puis, elle me dit, oh là là, c'est difficile de communiquer avec toi. Des fois, on te pose une question, tu nous réponds pas. Je dis, mais tu te rends compte que quand tu me poses une question, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Il faut que j'aille regarder dans les dossiers. Et puis, des fois, il faut que je refasse les calculs pour comprendre. Donc oui, je prends 24, 48 heures à te répondre. Mais c'est compliqué. Oui, mais quand c'était ton père, bah oui, quand c'était mon père, il savait, lui. Moi, je sais pas, j'apprends. Et puis, je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites sans que je sois au courant, sur des tournées qui ont été mises en place avec des clients. Mais en fait, c'est pas grave parce que ça fonctionnait comme ça avant et c'est pas un reproche dans le fonctionnement. Mais juste comme j'étais pas au courant, je me suis pas rendu compte qu'on a embauché une nouvelle personne et qu'en fait, cette tournée-là, elle est pas rentable. Et elle creuse encore plus le déficit. Et puis le camion, en fait, comme il était pas, on n'avait pas les sous pour l'entretenir, en fait, il peut pas tourner. Donc le client, au final, il est pas content. Donc je me dis, on n'est pas très bon en communication. Faut qu'on se réunisse plus, qu'on fasse plus d'échanges. Et en fait, ils me disent, non mais on n'est pas dans une entreprise où on fait des réunions toutes les 5 minutes. Nous, on avance et on est opérationnel. Et en fait, là, je me suis dit, ah ok, ils me voient comme celui qui sort d'école de commerce, qui vient de chez Volkswagen, qui fait tout le temps des réunions, des trucs, etc. Ce que je voulais pas, hein, au début, on en a quasiment pas fait. Et là, je me suis dit, ça, c'était une erreur. J'aurais dû, dès le début, plus mettre en place des échanges, des réunions, pour qu'on se tienne au courant de ce qui se passe. Et là, en fait, on se retrouve à affronter les deux contextes de eux qui veulent absolument que ça marche, mais qui dépensent presque sans compter, et moi qui vois les finances en train de fondre et qui me dit, là, va falloir qu'on mette des actions beaucoup plus concrètes pour y arriver. Mais bon, la plupart me disent quand même, on aimerait bien sauver l'entreprise, continuer, etc. Et donc je prépare tout le dossier pour le redressement, etc. Je prends la route un dimanche soir, j'ai mon rendez-vous le lundi matin pour déposer le dossier. Je prends la route un dimanche soir de Paris pour rentrer à Caen. Donc, je rentre chez ma mère pour dormir là la veille, pour être présent de bonne heure. Et je fais 10 minutes de route et puis je commence à me sentir pas très bien. Et puis de moins en moins bien, et puis c'est de plus en plus compliqué. Et en fait, je commence à pleurer un peu, beaucoup, vraiment beaucoup. Et je pense que j'ai fait à peu près les 2h30 de trajet entre Paris et Caen. J'ai craqué, juste, j'ai pleuré tout le long du trajet, sans trop savoir pourquoi, mais juste à me dire, j'en peux plus. Je ne peux plus tenir, c'est pas possible. Je peux pas porter le projet autant sur une durée. Un redressement, c'est minimum 6 mois d'observation, plus. Je me dis, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Je rentre, donc je me gare chez ma mère, je rentre, et en fait, elle me voit avec les yeux rouges, en pleurs. Et elle comprend ce qui se passe, parce qu'elle connaissait la situation, etc. Et en fait, elle me demande un peu d'expliquer, donc je lui dis, voilà, demain, je dépose le dossier, mais je ne peux pas faire le redressement, j'y arriverai pas, quoi. Elle me dit, dans ce cas-là, on ferme. Je dis, mais, je ne savais pas à quel point elle était attachée à l'entreprise, etc. Je lui dis, t'es sûr que c'est pas... En fait, elle me dit, non, mais moi, je la déteste, cette entreprise. Ça fait 15 ans, elle me dit, je crois qu'elle utilise l'expression, c'était la maîtresse de ton père. Parce que en fait, l'entreprise a pris énormément de temps dans notre vie de famille. Tant que ça se passait bien, ça allait, mais ça devenait trop compliqué. Et surtout, en fait, mon père, sa maladie vient en grosse partie, on le pense, on n'a pas de preuves très scientifiques, mais elle vient du stress de l'entreprise, et notamment de la construction du bâtiment et de tout ce qui prenait cette ampleur-là. Et la fameuse douleur au ventre qu'on peut avoir avec le stress, etc., ça s'est transformé en cancer. Et en fait, elle me dit, non mais c'est bon, l'entreprise, elle m'a déjà pris ton père, elle va pas en plus me prendre mon fils. Donc du coup, elle me dit, je ne veux pas que tu continues. Tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne veux pas que tu continues. Et en fait, avec le recul, on a surtout réalisé que mon père est l'exemple parfait de l'expression se tuer à la tâche. Il s'est littéralement tué à la tâche.
Et en fait, on s'est dit, je vais pas me tuer à la tâche aussi, je vais arrêter avant parce que à ce moment-là, 6 mois, ouais, il y a à peu près 6 mois qui sont écoulés. J'ai perdu plus de 10 kilos. Je ne dors plus. Je mange quasiment plus. Mes amis qui me connaissent très souriant, très joyeux, me voient plus sourire. Me voient presque plus du tout d'ailleurs. Parce que je passe mon temps à essayer de trouver les solutions, aller à droite, à gauche. Enfin, je profite plus de rien. Je ne rêve même plus de rien. Il n'y a plus rien qui m'anime. C'est juste, faut régler les problèmes les uns après les autres. Et en fait, c'est pour ça que j'ai craqué à ce moment-là. Il y a vraiment ce côté de... en fait, l'entreprise a littéralement tué mon père. Je vais pas, en plus, moi, me pourrir la vie et tomber malade aussi. En 6 mois, quand je vois l'impact que ça a eu sur ma santé, c'était pas possible de continuer de cette façon-là. Donc le dimanche soir, j'ai rayé la mention redressement judiciaire et j'ai demandé directement une liquidation. Et en fait, j'ai juste expliqué dans les raisons que financièrement, c'était une situation très compliquée, mais qu'en fait, il n'y avait aucune perspective de redressement parce qu'il n'y a plus personne dans l'entreprise qui peut maintenir une dynamique qui va redresser dans le temps. Et de toute façon, il n'y avait plus de perspective que ça s'améliore parce que c'était plus uniquement une question financière et sociale, mais c'était juste une question de il n'y a plus personne pour représenter l'optimisme d'un entrepreneur qui veut réussir son entreprise. C'est fini. Il n'y a plus rien. Donc du coup, je change cette mention et je demande directement la liquidation avec la petite inquiétude de me dire, j'espère qu'on va pas me le reprocher, de me dire, vous essayez même pas de passer par un redressement, quoi. Parce que je me suis dit, si on m'impose, entre guillemets, le redressement, je tiendrai pas. Attends, tu ne pouvais plus, t'arrivais au point de bascule, quoi. Je ne pouvais plus, à ce moment-là, même mon plat préféré, il me fait même pas envie, quoi. Je ne mange plus rien. Et puis, les gens qui me voient, enfin, on a un groupe d'amis qu'on voit très très régulièrement. Ils osent même plus me demander comment ça va. Ils passent par ma conjointe en mode comment ça va lui en ce moment, c'est compliqué et tout. Enfin, plus personne n'ose me dire ah et toi ça va. Plus personne. Toi tu fais quoi cette semaine? Est-ce que t'es voilà Enfin, je renvoie l'image de quelqu'un qui est en train de se faire détruire et écraser par l'entreprise et d'autant plus vu l'histoire de comment je suis arrivé là. Il y a vraiment ce côté ah ouais, donc en fait t'as même pas eu le temps de faire ton deuil de ton père, que t'es déjà en train de recommencer un nouveau deuil sur l'entreprise et que enfin ouais, faut arrêter parce que là tu tiendras pas, quoi. J'arrive au tribunal de commerce, ma mère et ma copine m'accompagnent. Elles me disent on veut pas te laisser tout seul. Après dans le tribunal de commerce je suis forcément tout seul, mais on veut pas te laisser tout seul, on t'emmène. Donc elles me déposent devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce de Caen, c'est un grand bâtiment sombre qui ressemble à une espèce de bateau en pointe qui donne pas du tout envie. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, je suis avec mon petit dossier. Je m'habille bien en me disant bon, allez, on va essayer de faire une bonne impression. Je sais pas ce que ça va donner. Et il y a énormément de monde dans la salle d'attente parce qu'en fait, ils passent les dossiers les uns après les autres. Je rentre dans la salle, donc il y a une salle d'audience vitrée, on voit une salle d'audience de tribunal classique comme on peut l'imaginer, au début, qui est complètement vide. Au début, je me dis, c'est bizarre. Et en fait, l'audience pour le tribunal de commerce est juste à côté. Il y a une petite porte, une grande table de réunion. Et ils m'invitent à m'asseoir sur un des grands côtés de la table. Et en fait, quand je rentre, je vois le président du tribunal de commerce, les greffiers, procureurs, machin, etc. Alors je ne sais pas, mais je vois tous ces gens avec leur robe d'avocat ou magistrat. Enfin, moi, je maîtrise pas du tout la partie justice, donc je ne sais pas à quoi ça correspond, mais vraiment, en rentrant dans la salle, je me revois avoir un mouvement de recul en me disant, wow, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont aussi formels dans la tenue, dans le truc, etc. Donc je m'assieds, etc. Il me demande d'expliquer ce qui se passe, donc
très rapidement, j'explique, enfin, c'est pas très compliqué à comprendre, ils savent comment on en arrive là, voilà. Et là, il y a le président du tribunal de commerce qui commence à dire ah ben, Madame la procureure, c'est une femme, Madame la procureure, qu'est-ce que vous en pensez Enfin, et en fait, ils utilisent vraiment les termes de Madame la procureure, Monsieur le président. Et moi, en parallèle, je suis réserviste dans la gendarmerie depuis 10 ans. Donc, c'est un format que j'ai vu, mais pour des gens qui ont fait des actes graves, des délits, des crimes ou des choses comme ça, où en fait, le procureur, c'est des gens qui sont condamnés à de la prison habituellement, quoi. Et j'ai jamais vu la justice française sous un autre critère que le pénal, donc je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, c'est la même chose. Enfin, visuellement, c'est la même chose. Et là, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Parce que j'ai pas choisi d'être là, en quelque sorte. Ça m'est un peu tombé dessus parce que, bah voilà, mais moi, je veux pas être condamné, je veux pas. Et puis sur les dossiers, en plus, ils te disent bien, si ça fait plus de 45 jours, si des fautes de gestion, enfin, tous ces trucs-là, tu peux être condamné, tu peux venir chercher l'argent sur tes comptes perso, tu peux être poursuivi pour X ou Y raison, avoir des amendes ou je sais pas quoi, et je me dis, mais attends, moi je voulais pas en arriver là, j'ai voulu essayer de sauver l'entreprise, j'ai pas réussi, mais me condamnez pas pour ça, quoi. Donc, bon, leur formalisme habituel, Madame la procureure, machin, donc elle dit tout de suite, bah, vu le contexte, elle dit, c'est urgent d'arrêter l'hémorragie, on va dire, hein, tout de suite, faut pas creuser les dettes, faut arrêter l'activité au plus vite. Donc bah, là, ils se retournent vers moi, ils disent, bah, quand est-ce que vous pouvez arrêter? Je dis, bah, faut laisser un peu de temps pour que les clients puissent trouver un autre transporteur. Enfin, je vais pas les appeler en leur disant, bah, c'est fini, quoi. Ah bah si, il va falloir arrêter vite là parce que faut pas que ça traîne, quoi. Je dis, ben, on était le 19 juin, je dis, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la fin du mois, au moins, pour leur laisser un peu de temps, et puis même les salariés, quoi, ça va un peu leur tomber dessus. Et il me dit, ouais, vous avez jusqu'au 29 juin. Il me dit, par contre, le 29 juin, je veux plus aucune trace d'existence de l'entreprise, les lignes de téléphone sont coupées, les salariés ne viennent plus, les camions ne tournent plus, le dépôt est fermé à clé, et puis je veux plus rien, c'est fini, quoi. Et je me dis, waouh, 10 jours. J'ai 10 jours pour tout fermer, sachant qu'on était le 19 fin de journée, ça allait commencer que le lendemain. Donc, d'un côté, je me sens un peu soulagé de me dire, bon, plus que 10 jours. Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, enfin, que 10 jours quand même. Donc, je sors de là. Alors, avant de partir, le tribunal de commerce, quand même, me dit, il a un petit mot gentil en me disant vous avez quand même traversé quelque chose de compliqué, enfin c'est pas de votre faute, quoi. Il me dit c'est pas de votre faute. Donc, ça m'a quand même un peu rassuré de me dire ok, ça va. Et il me fait remettez-vous en selle rapidement parce que là vous allez encore traverser une période un peu difficile, quoi. Il me dit si vous pouvez retrouver du boulot, enfin faites quelque chose. Pas besoin d'avoir un boulot pour gagner de l'argent, mais faites un boulot pour faire quelque chose, quoi. Bon, ok, j'ai eu un conseil gentil, voilà. Je sors, je remonte dans la voiture, et puis là, je leur dis, bah ça y est, c'est fini. Non, c'était pas du tout fini. C'était pas du tout fini. Donc, bon, on rentre, on souffle un coup, voilà, on passe à une étape de passé, et puis le lendemain, je retourne au bureau, et puis bah maintenant, il faut informer les salariés, les clients, les trucs, etc. Donc, je rédige un mail, j'affiche un message, j'essaye de faire un truc le plus succinct possible, etc., pour informer déjà les salariés. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient déjà partis en tournée, ils commencent à 2-3 heures du matin. Moi, j'arrive à peut-être à 8h30, 9h au bureau, mais bon, voilà, ils sont déjà partis, quoi, ils ont déjà commencé leur journée. Donc, je rédige le mail, je leur envoie. Donc, ils reçoivent l'info que, bah voilà, dans 10 jours, c'est fini, vous n'avez plus de travail, l'entreprise que vous connaissez depuis toujours n'existe plus. Enfin, vous allez devoir trouver un autre boulot, des autres habitudes. Bon, j'ai croisé quelques salariés que je connaissais plus ou moins. Beaucoup étaient assez compatissants parce qu'ils savent aussi, enfin, ce que ça implique à titre perso. Et puis bah, il commence à y avoir des questions de bah, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on va avoir notre salaire? Quand est-ce qu'on peut retrouver du boulot? Parce que
l'information se diffuse vite, forcément, les chauffeurs connaissent bien certains clients, donc ils leur disent, regarde ce qu'on a reçu, donc les clients commencent à rappeler, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Je pense que dans les 24 heures, j'ai des clients ou des fournisseurs qui me disent, est-ce que je peux rembaucher tes chauffeurs? Mais j'en sais rien, je sais pas moi en fait combien de temps ça prend. Je dis, il y a un mandataire, un liquidateur judiciaire qui est nommé, il va me donner les infos, mais je dis, mais pour l'instant, j'en sais rien. Donc, ouais, bah, tu nous dis dès que tu sais, ouais, bah, je vous tiendrai au courant quand je sais, mais pour l'instant, je ne sais pas. Et puis surtout, je vais d'abord m'occuper des salariés avant de m'occuper des clients. Vous savez qu'il vous faut quelqu'un d'autre pour le mois prochain, mais les salariés, ils ont envie de savoir s'ils vont pouvoir continuer à nourrir leur famille, quoi. Sauf que bah, j'ai pas de réponse à leur donner parce que moi, je sais pas comment ça marche et personne n'est capable de me dire comment ça va se passer concrètement. Donc je leur dis, bah, je vais avoir des infos quand j'aurai eu le mandataire, je vais avoir un rendez-vous avec lui. Le vendredi matin, donc le mercredi c'était la décision du tribunal, le jeudi j'informe les salariés, le vendredi matin j'ai un premier coup de téléphone du mandataire, qui est en fait un associé d'ailleurs de celui qui s'occupera de mon dossier finalement. Voix assez douce, assez rassurante, etc., qui me dit, bon, on vient d'être nommé sur votre dossier, on va s'en occuper. Mais il me dit, Maître Lisée, qui est le mandataire, le liquidateur judiciaire qui s'occupe de la liquidation, est absent cette semaine. Il me dit, il est absent cette semaine, et vu votre dossier, comme c'est un dossier important, un gros dossier, je pense qu'il va vouloir s'en occuper, donc on va attendre lundi qu'il revienne pour commencer concrètement à traiter. Déjà, deux trucs qui me surprennent, c'est un gros dossier. Je me dis, bah, c'est si gros que ça, ce qu'on avait sur le coup, je réalise pas en fait que oui, c'était quand même balèze ce qu'on avait. Et puis, ce sera que lundi le rendez-vous. Mais ça veut dire qu'ils vont passer un week-end à pas savoir s'ils vont être payés, à pas savoir. Mais bon, bah pas le choix quoi. Donc, et puis surtout, il me dit, donc on est quand même 2 jours après la décision du tribunal de commerce, il me dit, faites attention, vous allez avoir tous vos loueurs de véhicules, de trucs, etc., qui vont vous demander de restituer le matériel, mais non, hein, vous leur rendez pas parce que bah, il faut faire les inventaires, etc. Bah, trop tard. Ça fait 2 jours que la liquidation elle est ouverte. Donc moi, bah, en fait, le loueur, je lui rends son camion. Je sais que je vais pas lui payer. Donc je vais pas attendre 3 semaines avant de lui rendre son camion. Les fournisseurs de carburant et autres, ils sont au courant maintenant. C'est trop tard, quoi. Ah ouais, bon bah on verra ça lundi. Je me dis, ok, bon, un peu lunaire comme histoire, mais bon. Et puis à peu près, c'est le même jour, c'est le vendredi. On m'appelle en me disant, on est parti faire le plein du camion, mais le badge est bloqué, c'est normal? Je dis, non, je sais pas. Ah, attends, j'ai un autre collègue qui arrive, je vais essayer. Puis un deuxième badge qui est bloqué aussi. Ah, on peut pas faire le plein des camions. Bon, bizarre. Bah, essayez de prendre la carte bleue et puis aller à la station d'à côté. Ah bah non, paiement refusé. Je dis, c'est bizarre, et puis le hasard, c'est pas un hasard, quoi. Coïncidence un peu trop grosse. Et puis bah en fait, les banques et les fournisseurs de carburant, ils ont appris qu'on était placé en liquidation judiciaire. Donc pour se protéger, c'est normal. Ils ont bloqué les cartes, les accès. Mais des camions sans carburant, ça tourne pas. Mais en fait, bah, le vendredi, tous les camions étaient vides. Donc l'activité, on la tiendra pas jusqu'à la fin du mois. L'activité, ça y est, elle est finie en fait. C'était pas prévu comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, à part les 4 ou 5 camions électriques qu'on a qui peuvent continuer de tourner, bah en fait, nos clients, du jour au lendemain, on leur a dit, c'est bon, vous avez 2 semaines pour vous retourner. Bah non, du jour au lendemain, en fait, on les appelle en leur disant, bah non, en fait, demain, c'est fini. C'est d'ailleurs déjà fini, là, puisque les camions, ils sont vides, quoi. Je pense que j'ai jamais autant détesté mon téléphone parce qu'il a sonné. Ça sonnait sur sonnerie et ça n'arrêtait pas entre les équipes en interne, les fournisseurs, les clients, etc., qui voulaient savoir ce que ça allait donner. Et en fait, à la fin, je l'ai coupé parce que de toute façon, j'avais pas la réponse. Je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire. Et puis, bah, j'avais déjà craqué une semaine avant. Je dis là, il y avait un peu plus de perspective en se disant ça va s'arrêter, mais je n'avais pas les réponses aux questions, quoi. Et donc le lundi, je vais chez le mandataire. Je me présente à son bureau, etc. Et c'est donc pas la même personne que celui que j'avais eu au téléphone. Et je me retrouve face à quelqu'un qui est très imposant, avec une voix présente, un peu écrasante, tu vois, quelqu'un qui a vraiment une prestance où, tu vois, ça fait tout drôle quand tu es devant lui.
fait m'asseoir, etc. Il me demande d'expliquer ce qui s'est passé, un peu comme au tribunal. Donc j'explique le déroulé, voilà, etc. Il me dit ouais, ok, c'est bien. Il me dit est-ce que vous pouvez m'expliquer le mail que j'ai reçu là? Et puis il me tend un papier, je regarde et je vois un mail. Donc là, il y a un des salariés de l'entreprise qui lui envoie un mail à lui, puis au tribunal de commerce, en disant voilà, je voudrais vous expliquer la situation. En gros, ma relation avec Monsieur Viret s'est grandement dégradée ces derniers temps. Il nous empêche de faire le travail de qualité qu'on faisait habituellement. En gros, à cause de lui, l'entreprise coule, quoi. Et il met un exemple où il dit la semaine dernière, il a interdit à 2 de nos camions de partir de Caen vers Rouen pour faire une livraison, alors que le client en avait besoin. Et il conclut la petite phrase en disant je voulais que vous soyez au courant de cette situation. Et en fait, ça c'est envoyé par le responsable d'exploitation, qui était le collaborateur le plus proche de mon père. C'était complètement son bras droit, et en qui j'avais complètement confiance. Mais du coup, en fait, la situation lui plaît pas du tout à ce moment-là, quoi. Il est pas content de ce qui se passe, ce que je peux comprendre. C'est quand même moi qui ai pris la décision de fermer l'entreprise dans laquelle il est depuis 18 ans. C'est un peu toute sa vie. C'est quelqu'un qui aime pas du tout le changement, parce que un jour j'ai demandé si on pouvait déplacer l'imprimante parce que je trouvais pas ça pratique et c'était une catastrophe, ça allait pas changer. Donc là on change toutes ses habitudes de vie, hein. Donc j'avais vu que ça s'était un peu tendu avec lui, mais à ce point-là. Et le mandataire me regarde et il me dit pourquoi vous avez fait couler la boîte de votre père? Qu'est-ce que vous avez en gagné? Et là je me dis c'est pas de votre faute, du président du tribunal de commerce. Il va être vite oublié s'il commence à se dire que j'ai coulé la boîte volontairement. Je me dis mais à quel moment il se dit ce salarié-là qui va envoyer un mail en disant juste pour l'accuser, sans tirer quelque chose, hein, sans dire. Donc je pense que c'est la claque la plus violente que je me suis prise depuis toujours d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un en qui j'avais confiance, et puis surtout il avait, de mon point de vue, rien à gagner, quoi, de faire ça, à part juste m'enfoncer et se venger de la situation, mais dont j'étais tout autant victime, voire même encore un peu plus, parce que ok, ils perdent tous leur boulot, mais ils ont des indemnités de licenciement, ils ont le chômage pendant 1 an et demi sous les conditions de licenciement économique. Moi j'ai plus rien. J'ai payé des frais de succession sur une entreprise qui n'existe plus, j'ai mes droits au chômage qui s'arrêtent parce que je suis déjà parti de mon boulot depuis 1 an, j'ai plus rien de ce que j'avais, j'ai utilisé des économies pour vivre au quotidien, donc voilà, et puis j'ai plus de boulot non plus. Et à ce moment-là, surtout, je me dis, mais en fait, qui voudra travailler avec un jeune qui a même pas 30 ans, qui a pris une boîte qui a coulé, il y a vraiment, je me dis, il y a cette image de l'héritier qui a repris la boîte et qui a coulé l'entreprise, quoi. Ouais, en fait, j'ai beaucoup plus perdu que lui, et je vois pas pourquoi il m'envoie ça, quoi. Enfin, il envoie ça au mandataire. Et du coup, la relation commence avec le liquidateur en version vous avez coulé la boîte, il y avait un peu de soupçon de sa part, de se dire qu'est-ce qu'il va y gagner, quoi. Bon, finalement, plus il rentrait dans le dossier et plus il comprenait que non, c'est pas du tout ça. Effectivement, pas de salaire versé, plus de voiture. Moi, quand je suis parti chez Volkswagen, j'avais ma voiture de mon boulot, puis j'en ai plus eu. Donc j'ai récupéré la voiture de mon père, sa voiture de l'entreprise. Et puis quand ça devenait trop compliqué au niveau des finances, on a fait en sorte d'arrêter de payer des charges en plus, etc. Donc en fait, tout a été bien fait. Ça m'a permis de m'en sortir rapidement, et rapidement ils comprennent que en fait, j'avais pas volontairement coulé l'entreprise, pas du tout, au contraire. Mais par contre, les premiers jours ont été compliqués de lui faire comprendre et de gagner vraiment sa confiance. Surtout, c'est quelqu'un qui est très impressionnant et imposant, donc il se laissera pas faire, quoi. Parce que je pense qu'il en voit passer des dossiers qui sont un peu limites. Et juste après le lendemain de mon premier rendez-vous avec le mandataire, je retourne à l'entreprise, et en fait à ce moment-là, plus personne n'a de travail, ils ont rien à faire, mais ils sont encore salariés, et en fait les équipes s'inquiètent de ne pas être payés s'ils viennent pas. On leur dit vous n'avez pas besoin de venir, ça sert à rien, il n'y a pas de boulot.
Mais en fait, à juste titre, ils s'inquiètent en se disant bah ouais, mais si on vient pas, vous allez nous mettre en absence et vous allez pas nous payer. Enfin, on veut pas se mettre en porte-à-faux, quoi. Donc, ils viennent tous au bureau, mais ils n'ont rien à faire. Et moi, ce jour-là, je viens aussi, forcément, hein. Sauf que j'arrive un peu après eux. Donc, je me retrouve à passer sur le parking au milieu de tous les salariés qui viennent de perdre leur travail, pour beaucoup en pensant, en disant que c'est de ma faute. Donc, j'ai un peu cette notion de marcher à travers les équipes, là, comme ça, où tout le monde te regarde. Et puis, les gens n'ont pas envie de dire bonjour parce que, bon, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, passer à travers une cinquantaine de personnes comme ça qui viennent de perdre leur boulot à cause de toi, c'est pas forcément simple. Et puis bah du coup on part sur du très concret de bah maintenant il faut effectivement leur expliquer comment ça va se passer, qu'ils vont être payés par leur salaire va être garanti par l'État, ensuite l'État s'occupera des remboursements auprès de moi, que ils vont être licenciés, ils vont être convoqués pour ça, qu'ils vont pouvoir rechercher du travail à partir de telle date, etc. On est accompagné par l'équipe du mandataire, hein, qui leur donne toutes les infos. Et puis ensuite, il faut commencer à s'occuper de la fermeture de l'entreprise. Et en fait, il y a un grand dépôt de 800 mètres carrés avec du matériel qui appartient à des clients qui doivent venir chercher. Et nous, on a du matériel chez des clients, à Rouen, chez Amazon. Donc il faut rapatrier les véhicules, dont certains véhicules qui sont en panne ou cassés. Donc il faut organiser tout ça, parce que en fait, à partir du 29, je suis tout seul. En gros, le 29 juin, on ferme la porte et puis il n'y aura plus personne qui viendra m'aider pour aller chercher les véhicules, etc. Il y en a pas mal qui ont un peu aidé, et puis très vite, en fait, ils venaient... c'est normal, hein, ils venaient plus se voir entre collègues et puis discuter, etc. Je me suis aussi rendu compte que ce mail envoyé au mandataire n'avait pas été envoyé que au mandataire, mais que les équipes se montaient un peu la tête les uns les autres en se disant c'est de sa faute. Donc assez vite, on leur a dit d'arrêter de venir, de toute façon ça servait à rien. Et puis à part quelques-uns qui sont allés chercher des camions à droite à gauche, il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc le 29, l'activité en soi était déjà finie, hein, puisque les véhicules ne tournaient plus. Et le 29, il est resté juste un salarié, que je garde vraiment un bon souvenir de lui, parce que c'est lui qui m'a plusieurs fois appelé en me disant qu'il y avait des infos des choses qu'il trouvait pas normales, et pour lui j'étais pas au courant. Il avait essayé de me tenir au courant, il m'a mis l'alerte sur pas mal de choses. Et il est resté jusqu'au bout de la fermeture de l'entreprise pour m'aider, même si c'était pour empiler 2 palettes dans un coin pour que ce soit propre. En fait, il était là pour essayer de m'aider et faire au mieux. Et en fait, vraiment, la dernière chose qu'on s'est dit, c'est c'est dommage. C'est dommage que ça finisse comme ça, parce que en fait, ça aurait pu mieux se passer. Mais personne n'a pris la mesure de ce qui était en train d'arriver. Et du coup, ça a coulé un peu à cause de ça. Donc, on partit un peu avec ouais, c'est con, tout ça là, c'est juste à cause d'une maladie. Il y a une personne qui est tombée malade, et puis derrière, les conséquences, elles ont impacté énormément de monde, parce que, en fait, c'est parti à la dérive, quoi. Et du coup, lui est reparti. On a fermé les locaux. Mais en fait, juste, je me suis retrouvé tout seul, mais c'était pas fini pour autant. Parce que, après, il faut préparer la vente aux enchères, il faut donc rapatrier le matériel, et puis il faut vider les locaux, et puis ces locaux-là, ils m'appartiennent, donc il faut que j'en fasse quelque chose, quoi. Donc, il reste un camion qui est resté garé à Rouen, par exemple, où le chauffeur a pas voulu le ramener parce que, en gros, j'en ai rien à foutre, t'es plus mon patron, donc je te ramène pas le camion. Bon, du coup, je vais pour aller le chercher. On me dit qu'il est sur le parking d'un Carrefour, j'arrive, il est pas là. En fait, il a fallu que je cours dans tout Rouen pour le trouver un soir à 21h, et puis quand je monte dans le camion, en fait, il avait plus d'huile. Et puis le bidon d'huile qui était censé être dans le camion, il était plus là.
Donc en fait, je peux pas repartir. Donc, que de la galère, des galères de matériel, voilà. Et puis, dans l'entrepôt, 800 mètres carrés d'entrepôt, c'est grand, mais il faut quand même les ranger. Et puis surtout, moi, ce que je me dis, c'est les véhicules, le matériel, tout ce tous les actifs de l'entreprise vont être vendus. Mais ça, c'est tellement mal présenté que ça donne pas envie. Donc en fait, ce que je me dis, c'est on va ranger. Comme ça, le jour de la vente aux enchères, les gens vont venir, puis ils vont se dire que c'est... Enfin, ils vont voir que c'est du matériel de bonne qualité, mais si c'est posé n'importe comment, ils vont prendre ça pour 3 fois rien, comme les camions, s'ils sont garés de travers, pare-choc contre pare-choc, abîmés et tout. Et en fait, donc j'ai plusieurs amis qui sont venus m'aider pour ranger, etc. Et je participe du coup énormément à la préparation de la vente aux enchères, ce qui normalement n'était pas du tout prévu. Le commissaire-priseur a des équipes pour le faire. Enfin voilà, c'est censé être leur travail. Mais moi, ce que je me dis, c'est de 1, ça va potentiellement mieux se vendre, donc mieux rembourser les dettes qui restera à la fin. Et puis deuxièmement, en fait, ça va prouver aussi au tribunal de commerce, au mandataire et au commissaire-priseur que je suis de bonne foi. Parce que en fait, je veux que ça se passe bien, que je veux m'assurer que les salaires vont bien être correctement payés, que les fournisseurs vont bien avoir les dernières factures qui seraient pas payées, on va pouvoir récupérer de l'argent au maximum pour pouvoir leur rembourser, quoi. Donc ça prend énormément de temps puisque la liquidation elle est prononcée le 19 juin et la vente aux enchères elle intervient que fin octobre. Parce qu'en fait, il y a l'été, et l'été, le tribunal, il travaille pas. Sauf que ça veut dire que le bâtiment, on paye pas le loyer, mais moi, je paye le crédit pour rembourser le bâtiment, et je peux pas le relouer, ou le revendre, ou autre. Donc en fait, à ce moment-là, je me rends compte que l'entreprise, c'est une chose, c'est fini, mais le bâtiment qui reste de cette entreprise-là, il continue d'exister et de nous prendre de l'argent. Donc, j'essaye aussi de faire les choses pour que ça aille vite, pour pas me retrouver dans une situation où la banque m'appelle et me dit vous avez pas remboursé votre prêt, donc de 1, on saisit le bâtiment, et puis on va venir saisir la maison de votre famille aussi pour pouvoir récupérer tout ça, quoi. Donc, on prépare la vente. La vente aux enchères se passe très bien. Le matériel est plutôt bien vendu, beaucoup plus que ce que je pensais. La vente dure sur toute la journée, et donc le midi, donc moi j'étais sur place, alors je demande d'ailleurs, un peu avant la vente, je demande au commissaire-priseur, je dis est-ce qu'il faut que je sois là? Il me dit non, vous n'avez pas d'obligation, il me dit je vous conseille même de pas venir, parce que c'est un moment qui est un peu compliqué à vivre, de voir tout vendu un peu au rabais, les gens qui fouillent, voilà, c'est pas très agréable, quoi. Sauf qu'en fait, je lâche pas. Je me dis non, je vais venir parce que je veux voir comment ça se passe. Je veux savoir ce que ça donne, l'argent qui va rentrer. Et finalement, comme j'étais pas trop attaché, la vente, ça va. Je le vis pas trop mal. Par contre, le midi de la vente aux enchères, forcément, on fait une pause dans la vente. Donc, toutes les équipes du commissaire-priseur mangent sur place. Et en fait, l'un des membres de son équipe apporte le repas. Et en fait, il est venu avec la voiture de direction, qui était donc la voiture de mon père. Et en fait, j'ai un petit peu ce tic de me dire, non mais il roule du coup avec la voiture de la liquidation de l'entreprise, sachant qu'il vient à la vente aux enchères, etc. Et en fait, je me dis, mais ils se font plaisir à rouler avec la voiture. C'était une jolie DS7 qui était quand même très sympa. Et moi, je suis là, j'ai plus rien, j'ai plus de voiture, j'ai plus de trucs, j'ai plus d'entreprise, enfin voilà. Et je me dis, ah ouais, ils se font quand même le plaisir de venir avec la voiture de l'entreprise. Bon. Donc la vente se déroule, etc. Tout se passe plutôt bien. Il leur faut à peu près 2 ou 3 semaines pour vider complètement les locaux, parce que le temps que les camions soient partis, etc. Et puis en fait, partir de là, la partie de liquidation de l'entreprise en elle-même se termine. Enfin, il n'y a plus
plus grande chose à faire. Les salariés sont partis, le matériel est vendu. C'est juste, maintenant, ils vont devoir enregistrer les dettes, les trucs à droite, etc. Et donc, moi, à ce moment-là, je me dis, je vais reprendre un boulot, retourner en tant que salarié ou trouver quelque chose comme ça. Donc, je me dis, je vais essayer de retourner dans l'automobile. Donc voilà, je retrouve assez rapidement un travail. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, ça y est, c'est bon, c'est derrière moi, je passe à autre chose. Voilà, je peux, entre guillemets, refermer cette parenthèse. Et le téléphone sonne un jour et c'est cette fameuse banque qui m'appelle en me disant en fait, le bâtiment là que vous avez encore, vous avez trouvé une solution, machin, etc. Mais ça va pas assez vite pour nous. Donc, si dans une semaine vous n'avez pas payé les échéances en retard, en gros, on saisit le bâtiment et puis on va venir saisir votre maison et puis on va venir tout saisir. Comme ça, au moins, on va se rembourser, quoi. Et moi qui me disais, ça y est, j'ai retrouvé un boulot, tu vois, je suis passé à autre chose. Je me suis dit, ah ouais, non, en fait, ils vont venir encore nous emmerder avec ces histoires. Et en fait, ça a été une guerre avec la banque parce que on a un acheteur, on a tout qui est prêt, mais non, ils voulaient pas l'entendre. C'est non, faut payer maintenant des sommes qui sont énormes, hein. Et en fait, c'est rentré dans des négociations où ils oublient complètement le côté humain de tout ce qui s'est passé. Pendant 2 ans, je leur ai demandé, alors au début, est-ce qu'on peut mettre le prêt en pause parce que les gens vont perdre leur boulot? Non. Ensuite, les gens ont perdu leur boulot, est-ce qu'on peut mettre le prêt en pause parce que là, on va pas pouvoir payer? Non. Bon, j'ai trouvé quelqu'un pour racheter le bâtiment et puis pour sortir de la situation, vous pouvez me laisser 3 mois? Non, c'est pas de problème. Je dis, putain. Et en fait, cette banque, c'est celle qui, au début, avait pas été très humaine en me disant alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que votre père est plus là? Qui est-ce qui gère l'entreprise? Donc là, c'est en train de se terminer. Mais j'imaginais pas, au moment où je suis sorti du tribunal de commerce, où je me suis dit, ça y est, c'est fini, que encore un an après, je serais en train de m'occuper de régler ces derniers problèmes qui peuvent rester au niveau autant financier que humain sur certains trucs. Je pense que, en fait, se retrouver seul, se sentir seul, c'est inévitable. Si à tous les niveaux on l'entend, c'est que c'est assez inévitable. Mais en fait, il faut surtout prendre la décision de ce qu'on a envie, plus que de se dire est-ce que les finances vont être bonnes, est-ce que les gens vont être d'accord ou autre. Parce qu'en fait, si on n'a plus envie de le faire, ça marchera pas. Alors que si on a vraiment envie que ça marche, il y a toujours il y a toujours une petite flamme qui permettra d'y arriver. Il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir casser la dynamique et puis faire que finalement ça marche pas, mais au moment où j'ai repris, je me suis pas dit ça va pas marcher, je vais pas y arriver. Non, j'ai pris la décision d'y aller parce que j'ai envie que ça marche et du coup ça peut marcher. Il y a d'autres éléments qui peuvent arriver après, mais mon avis a changé au moment où j'ai vu que j'étais plus capable de le faire à l'intérieur de moi. En fait, c'est pas de pas être capable pour les capacités ou autre. Les premiers rendez-vous que j'ai fait avec les banquiers, j'en avais aucune idée de ce que je devais dire. Et je pense, je suis devenu un spécialiste du fake it until you make it. Tu fais croire que t'es à fond, que t'es sûr de toi, que ça va marcher, que tu y crois, et puis il te laisse ta chance, quoi. Donc, faut surtout avoir envie de le faire. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude. Quand on plante, on repousse. Planté.